laisser Vincent prendre la parole pour t'accueillir, puisque c'est lui l'amphitryon. Je voudrais simplement vous signaler que on est filmé, donc vous avez une caméra ici, une caméra là, de manière à pouvoir restituer cette rencontre au plus grand nombre. Et puis en même temps, on fera une petite session live sur Facebook. Donc sachez que vous êtes des célébrités mondiales maintenant. Vous passez sur le réseau mondial. Voilà, j'ai bien mis la pression. Alors, je te remercie beaucoup. Je te laisse introduire. Eh ben, bienvenue à tous. Merci d'avoir fait le déplacement. On a un peu de tous les camps. On a du côté de Liège, de la Gaule, de Lolo, Namuro, il y en a aussi peut-être. Alléluia. Nous sommes réunis ici. Donc vous êtes ici en province de Luxembourg. Pour vous situer un petit peu, Marenpré, c'est à quelques kilomètres de la baraque des Frétures. Donc au-dessus de nos prairies sont à 600 mètres d'altitude. Donc c'est pas chaud, mais aujourd'hui c'est pas plus mal, on va dire ça comme ça. Donc forcément c'est de l'élevage, principalement, la céréale on oublie, le maïs on oublie, donc on fait ce qu'on peut chez nous. C'est un village de 300 habitants avec environ 5 agriculteurs. Voilà, une petite photo du village ici. Alors l'objectif de la journée, c'est un peu de développer une diversification éventuelle par rapport à une production primaire. Il faut savoir qu'ici, moi je l'ai déjà démarré la diversification il y a 20 ans avec l'accueil du tourisme à la ferme et un peu de transformation à la ferme depuis 20 ans aussi. Donc c'est à un niveau très anecdotique, là c'est la production de glace et de confiture de lait. Voilà. Alors l'objectif c'est d'arriver à vous faire rapport de la formation qui m'a été que j'ai suivie en Bretagne. Je remercie la BDR d'avoir financé cette formation-là parce qu'elle était vraiment très intéressante. Nous avons visité 6 fermes. Il y avait du conventionnel, il y avait du bio, il y avait vraiment tous les modèles de séchoir. Et la discussion était très très riche. Ça comportait tant l'alimentation que la structure des bâtiments, le matériel de ventilation, de séchage et la valorisation de ce type de lait-là. Voilà. Alors je vais peut-être rapidement évoquer le programme. Vincent va continuer à faire sa constitution. Et puis, on aura la présentation de Fourrage Mieux. Guillaume est ici présent. Il pourra ainsi répondre à vos questions. Et surtout, on va mettre en place un débat à partir de 11h. Et ensuite, on terminera d'une façon un peu plus conviviale. Vincent se propose de vous faire visiter rapidement ces installations. Et puis, on aura l'occasion de partager un repas dans la salle à manger de l'autre côté, ensemble. Je continue juste pour un petit mot sur le réseau. Vincent expliquait que le réseau a permis de faciliter cette formation qui intéressait beaucoup Vincent. Pour nous, c'est intéressant de le faire dans la mesure où on peut restituer ensuite cette formation vers le plus grand nombre. D'où cette réunion aujourd'hui et surtout le suivi qu'on veut en faire. Le réseau, c'est aussi faciliter la mise en œuvre des différentes mesures du programme wallon de développement rural. Et on voit très bien aujourd'hui ce qu'il en est. Il est possible d'investir pour les agriculteurs, d'investir avec des bonifications éventuelles grâce au développement rural, si on est en bio, si on est un jeune agriculteur, ou si on est en production de qualité différenciée. Mais après ça, sur le plan purement technique, on vous renvoie alors vers des partenaires qui sont vraiment techniques et qui peuvent vous conseiller de façon pointue, que ce soit des syndicats agricoles, que ce soit Fourrage Mieux dans ce cas-ci, et il y a Kyriel, d'autres partenaires vers lesquels on se retourne. Par exemple, aujourd'hui, on peut parler aussi de la possibilité de mobiliser Valbium, qui est une association pour la promotion des énergies renouvelables, qui Vincent a déjà aussi pas mal
travailler, ce serait certainement une question importante à aborder pour certains aspects du séchage en froid. Et puis notre rôle aussi, c'est de faciliter les contacts entre les agriculteurs, entre tous les bénéficiaires du développement rural. Souvent, il y a des synergies à trouver. Ici, on voit bien l'exemple de la synergie entre l'agriculture et le tourisme rural. Il peut y avoir d'autres synergies. Je parlais des énergies, certainement. Les agriculteurs peuvent être des producteurs d'énergie. Mais aussi des questions de mobilité, des questions de développement communaux dans les zones rurales, de développement de services pour les populations rurales, entre autres. Je ne vais pas prolonger, mais je vais terminer par un rôle important aussi du réseau de développement rural, c'est d'aider à ce que les politiques s'adaptent en fonction des attentes, des besoins des populations au sens large et des agriculteurs au sens plus précis. Bienvenue, installez-vous. Et donc ça peut nous amener, par exemple, ici à discuter d'une filière publique. Clairement, les syndicats, le collège des producteurs doit pouvoir intervenir là-dessus. Mais notre rôle serait de faciliter la mise en réseau et après de pouvoir inciter la mise en place de politiques qui pourraient permettre le développement en Wallonie de filières ou de démarches intéressantes. C'était le cas par le passé sur la biométhanisation agricole, sur laquelle on a beaucoup. Voilà, mais on aura l'occasion de discuter davantage sur la fin du programme. D'abord, la parole à Vincent pour restituer ce qu'il a appris. Bienvenue au dernier rendez-vous, la famille Puissonnier, et puis les autres, je ne sais pas qui. Les amis. Les amis, voilà. Merci d'être venu jusqu'ici. Hein. Voilà, bah ici on va faire d'abord un premier diagnostic, tant au niveau européen que par rapport aux pays limitrophes de la Belgique et de la Belgique. Ensuite, expliquer un petit peu ce qu'est cette association Ségrafo, leur mission, leur objectif. Après, voir un petit peu au niveau du potentiel des lait de foin en Wallonie, qu'est-ce qu'on peut développer, quels sont les freins et les atouts. Alors, au niveau de la France, sur la région Bretagne-Normandie, là, ils ont à peu près 200 séchoirs, 200-220 séchoirs, qui font partie de cette association Ségrafo. Il faut savoir qu'il y a environ 1000 séchoirs dans d'autres régions, que ce soit la Lorraine, Vosges, aussi Jura, Haute-Savoie. La Suisse, il y en a 950 en fonction. Et chez nous, en Belgique, il y en a 3. Voilà, peut-être bientôt 4. Voilà, peut-être bien 5. On va voir. Ça dépend du financement, tout ça. On y revient. Chez moi aussi. Donc voilà, au niveau de l'Autriche, là, je pense, là où c'est le plus développé, en tout cas au niveau de l'appellation lait de foin. Il faut savoir que l'Autriche a une production de 15%. Une production de 15% de lait de foin en total. Et le consommateur connaît cette appellation lait de foin à 90%. Donc il y a un gros travail qui a été réalisé là. Et c'est vraiment en pleine expansion parce que c'est une qualité qui est en rapport aussi avec l'herbe, avec les alpages, et il y a toute une communication au niveau du tourisme qui est réalisée là-dessus. Donc, il y a plusieurs secteurs économiques qui s'y retrouvent, et donc c'est ce qui fait que le public embraye derrière et communique aussi sur cette qualité différenciée qui est particulière et qui s'appelle dans ce pays-là Eumilch. On va voir les différents noms qui ont été déposés à l'Europe. Voilà, au niveau de l'Europe, il y a déjà un cahier de charge qui a été déposé et validé. Il a été déposé par nos amis autrichiens, il a été amendé par l'Allemagne, mais les Italiens ont donc embrayé derrière, donc vous avez différentes appellations. Eumilch c'est pour l'Allemagne, l'Autriche, Latefino, lait de foin, etc. Pour la France et l'Italie. Alors ça c'est les appellations reconnues, c'est une STG, donc une spécialité traditionnelle garantie. Donc vous avez les AOP, les AOC, ici c'est une STG.
Donc, l'avantage, c'est qu'elle existe déjà au niveau européen, aujourd'hui. Elle existe déjà, elle est déjà reconnue au niveau de l'Europe, et donc ça facilite quand même les choses pour pouvoir faire reconnaître ça au niveau de la région wallonne. Le travail est déjà pré-mâché, on va dire. Reste à trouver, mais ça j'y reviendrai, un organisme certificateur. Alors au niveau de la cellule d'appui aux appellations géographiques de la direction, donc la DGO3, ils sont en train d'étudier, en tout cas ils aident à développer les appellations, enfin les produits différenciés. Il en existe 11 pour l'instant. Le ministre Collin a pour objectif 2018, 20, je ne sais plus demain, d'arriver à une vingtaine de produits différenciés. Je pense que c'est ça l'objectif. Donc on est en plein dedans, ça tombe bien. On en propose un nouveau. Voilà, impeccable. On espère que ça va fonctionner. Sachez que j'ai déjà eu réunion avec le cabinet et avec l'administration, et qu'ici, à l'arrière-saison, on va pouvoir démarrer vraiment toute la procédure pour la reconnaissance avec les organismes certificateurs. Donc, il y a déjà le travail est déjà bien entamé. Alors, au niveau de cette association Ségrafo, donc séchage en grange de foin, c'est une association qui est née en 2000. Donc, elle a démarré un peu comme, j'ai envie de dire, comme ici, c'est-à-dire un peu de façon intime, comme ça, et puis au fur et à mesure, les projets se sont mis en place et ils ont décidé de se regrouper pour être aujourd'hui à hauteur de 200 éleveurs. Alors, il y a de la vache, il y a de la vache laitière, il y a de la vache allaitante, il y a de la chèvre, de la brebis. Et donc, ils sont répartis sur 14 départements de Bretagne, Pays de Loire, Basse et Haute-Normandie. Alors, leurs objectifs, c'est de favoriser les échanges, et donc d'accompagner les éleveurs. Les échanges, c'est très important, c'est souvent là où on se rend compte, oui, ok, mon projet correspond à ma situation, mais est-ce que je peux vraiment partir dans ce schéma, dans cette structure, est-ce que je l'ai bien réfléchi? Donc, à travers des échanges, je crois un peu de réunions, d'échanges, on peut comparer un petit peu les différents systèmes. Ensuite, ils accompagnent les éleveurs, donc ça veut dire qu'ils recherchent des partenaires jusqu'aux partenaires financiers. Ils les mettent en relation avec les conseillers techniques qui existent déjà sur place. Donc ça, c'est toute une structure qu'on devrait pouvoir mettre en place ici sur la région wallonne, mais c'est en deuxième temps peut-être. En tout cas, dans un premier temps, c'est déjà d'échanger comme aujourd'hui et puis de faire reconnaître l'appellation. Alors, comme autre mission, c'est de développer et d'améliorer la technique, puisqu'elle évolue quand même assez fortement encore, avec le système de déshumidification, avec un système de monitoring qui gère, on va le voir plus tard, le séchage de plusieurs cellules à la fois. Ça, ce sont des techniques qui évoluent. Même chose pour les récoltes, là j'y reviendrai plus tard aussi, ce sont des techniques de séchage en champ qui ont fort évolué aussi, avec des machines qui sont adaptées pour ne pas trop bouger le foin, ne pas trop casser le foin, puisque suivant les études qui ont été réalisées, ils se rendent compte que chaque fois qu'on bouge le foin, on casse, on perd énormément de valeur nutritive, tant énergétique que protéique, et surtout protéique. Et donc c'est ce genre de technique que je vais un petit peu vous l'expliquer tout à l'heure. Et ensuite, ils travaillent à la communication, je crois, de voir le séchage du foin en grange. C'est autant vers le secteur agricole que vers le grand public, puisque là derrière aussi il y a tout un raisonnement de vente, quelque part de marketing, avec une image à vendre un peu comme ils ont fait en Autriche. Et plus on sera évidemment à produire du lait de foin, plus les laiteries seront aussi enclins à mettre en place une logistique de récolte, ce qui n'est pas encore le cas nécessairement en Normandie. Par contre, en Allemagne, Bavière, je dirais Tyrol, là il y a toute une logistique qui est déjà en place, donc ça fonctionne là-bas. Alors, il y a différentes formations qui sont proposées, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, de tout ce qu'il y a à mettre en place.
toujours intéressant de savoir jusqu'où on peut aller. Donc, au niveau de l'accompagnement des porteurs, ils organisent des formations, découvertes de séchage en grange, les changements de système, comment construire, comment récolter, comment ventiler, l'alimentation du bétail, très important. Alors, les prairies, voilà, on va en parler avec le fourrageux, des prairies avec des variétés qui sont adaptées au séchage, puisque toutes ne sont pas adaptées. Et alors, les économies d'énergie pour essayer d'être le plus efficace possible, de sécher le plus rapidement possible le fourrage récolté. Voilà, donc ils organisent des journées techniques qui visitent, c'est typiquement la journée auquel j'ai pu participer. Et les voyages d'études, et souvent ça se fait là du côté des produits pauvres, c'est-à-dire en Autriche, parce que là ils sont encore très très loin dans la technique. Voilà. Alors, au niveau maintenant du séchage, qu'est-ce que c'est le séchage en grange? Je ne sais pas si tout le monde connaît la technique. C'est un principe d'insuffler de l'air soit ambiant ou réchauffé, sous un caillebotis de bois. Le caillebotis a un espace de plus ou moins 50 cm, 50-60 cm. Et donc il laisse passer l'air qui est poussé par pression par un ventilateur qui est évidemment avec un certain débit, qui est calculé suivant les dimensions des cellules, pour permettre à cet air de percoler au travers du tas qui est déposé par couche. Alors, évidemment, on ne dépose pas 6 mètres de haut, parce que les cellules peuvent faire jusqu'à 8 mètres de haut. On dépose par couche. La première couche, souvent, c'est 2 mètres, et puis on remet une couche d'1,50 m. Donc le principe, c'est de faire passer de l'air le plus sec possible, et pas trop chaud quand même, parce que si vous montez au-dessus de 40-45 degrés, vous détruisez aussi la protéine de l'air. Et donc l'idéal, c'est 30-35 degrés, avec un taux d'hygrométrie le plus bas possible. Et ça, c'est la difficulté dans notre région, par exemple ici en Ardennes, peut-être pas dans toutes les autres provinces, mais en tout cas ici, c'est très humide. Ça ici, je pense qu'il a fait humide partout. C'était un bel exemple d'ailleurs, c'était au mois de juin, je suis allé au mois de juin pour les récoltes. Là-bas aussi en Bretagne, c'était une catastrophe, quoi. Donc avec des fenêtres d'un jour et demi, ils n'étaient pas fiers non plus, quoi. Donc pour sécher, c'est pas évident. Donc le principe, c'est vraiment de pousser de l'air très chaud, très sec surtout, et une température de 30-35 degrés au travers du tas. Ensuite, l'air est évacué et transporte alors l'eau. Il est évacué à l'extérieur du bâtiment ou bien il est recyclé. Recyclé derrière avec un déshumidificateur qui extrait de nouveau l'air et en circuit fermé fait circuler cet air très sec. Voilà, ça c'est je vais peut-être en rester là pour le moment ici, c'est vraiment le principe. Alors il y a différentes façons de tirer la chaleur pour alimenter le ventilateur. Le plus économique, c'est de tirer l'air qui arrive sous toiture. Donc, souvent sur des pannes des éterniques noires qui sont posées comme traditionnellement au-dessus des bâtiments. Et sous la gîte, on y visse des panneaux OSB. Donc c'est la largeur sous l'OSB, l'épaisseur c'est du 23 en général. Et donc cet air, la température augmente de 5 degrés en moyenne. Et donc c'est un système qui tire l'air extérieur, donc qui met des grilles pour éviter que les oiseaux ne rentrent à l'intérieur ou le fouine. L'air extérieur passe au travers du toit, capte la température et au milieu du toit, souvent il y a un collecteur. Il y a toujours un collecteur qui récupère cet air chaud et qui c'est le ventilateur en réalité qui tire tout ça et qui le réinjecte sous le tas de foin pour achever de sécher. Donc ça c'est un système basique on va dire. Alors il y a différents systèmes de réchauffage de l'air, ça j'y reviendrai plus tard. Voilà plus ou moins comment se décrit une structure de séchage. Alors ici je vais un peu rester sur la photo parce que on voit vraiment l'état idéal, je veux dire, pour un séchoir. Les vaches sont de l'autre côté et souvent les agriculteurs déchargent dans l'air d'alimentation, dans le couloir d'alimentation, qui lui est souvent 2 à 3 mètres plus haut que le fond de la cellule ici. En fait, c'est d'un point de vue rendement en chantier, on va dire, c'est
beaucoup moins long de prendre le foin qui est à hauteur de griffe, presque, et puis de le lâcher dans le fond de la cellule. Donc ça prend très très peu de temps. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites souvent dans les étables, enfin dans les séchoirs, mais ça dépend de la situation de chacun. Hein. On fait tout ce qu'on peut. Quand on fait quelque chose de nouveau, on peut l'adapter, mais quand c'est existant, on fait ce qu'on peut. Mais il y a des erreurs qui sont faites avec les couloirs d'alimentation qui sont quasi à 1 mètre du fond. Vous imaginez la hauteur qu'il faut, la griffe, pour remonter ça, aller par-dessus le mur et ensuite relâcher. C'est un temps phénoménal qui est perdu, et ça exaspère particulièrement les agriculteurs. Et souvent ils le regrettent, et puis ils essayent de transformer le quai de déchargement pour être plus à hauteur, quoi. Alors la longueur du quai de déchargement est aussi très très important. Souvent il manque d'espace pour décharger. Ils essayent toujours d'avoir 4-5 autochargeuses en espace, en tout cas pour décharger 4-5 autochargeuses à la fois, quand ils sont tout seuls. Ce n'est pas souvent le cas, mais ça arrive qu'ils soient tout seuls pour faire le travail. Et là, plus vous avez le quai de déchargement à proximité des cellules, plus c'est confortable pour vous. Alors souvent, les structures de bois, maintenant ils font une mise en place du gîtage vertical. Bon, ça c'est pour une question de pose des panneaux OSB. C'est plus facile et plus efficace pour la construction. Pour ceux qui veulent faire de l'autoconstruction, c'est quand même beaucoup plus simple. Et il faut savoir que la hauteur du mur de la cellule doit toujours être uniforme, lisse. Il ne doit pas y avoir de contraintes, de déviation, de poutres, tout ça, c'est pas bon du tout. Ça doit être vraiment un cube vraiment bien lisse. Alors après, dans ce système, vous avez ici un exemple avec 2 ventilateurs. Mais maintenant, ils font avec un seul ventilateur et une gaine de séchage qui raccorde les différentes cellules. Ça peut aller jusqu'à 6 cellules. Donc, les cellules, c'est grand maximum 150 mètres carrés. Au-delà, vous surdimensionnez, alors ça coûte tellement cher le ventilateur que vous allez surdimensionner, alors qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites cellules, entre guillemets, et un seul ventilateur qui alimente une gaine, et avec un système de porte, vous alimentez une cellule puis l'autre, toutes les 2 heures à peu près. Et avec ce système-là, vous pouvez vraiment réduire les coûts de fonctionnement et le coût d'achat au niveau du système de ventilation. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur les cellules de séchage et le système d'enrangement. Donc voilà, je reprends un peu le principe du capteur. Donc vous avez un système de captation de l'énergie solaire qui est récupérée, comme je vous l'ai expliqué, sous toiture. Donc en dessous, la plupart mettent de l'OSB, certains mettent des panneaux sandwich isolants. Voilà, ça c'est beaucoup plus coûteux évidemment. Il y a d'autres systèmes qui réchauffent l'air encore, mais ça je crois qu'il y a encore une idée après. Donc on va... Non, il n'y a pas d'eau. Pardon ? Non, il n'y a pas d'eau. Mais avec le système de réchauffage de l'air, voilà, je vais en parler directement. Donc, le basique, c'est vraiment récupérer la chaleur sous toiture. Ça, c'est le basique. Deuxième façon de réchauffer l'air, c'est avec une chaudière à bois plaquette, qui insuffle de l'air dans le local chaufferie. Ça, c'est pour augmenter la température de l'air. Ce qui ne veut pas dire que l'air est sec. Elle est chaude, elle n'est pas nécessairement sec. Troisième système qui vient en annexe, en parallèle, c'est un déshumidificateur d'air qui, lui, non seulement assèche l'air, mais avec le compresseur augmente la température. Parce que le compresseur, lui, tourne, il faut évacuer cette chaleur-là. Et bien, cette chaleur est récupérée dans le flux et participe à hauteur de 5 degrés à augmenter la température de l'air. Donc ça, c'est vraiment le système le plus efficace, mais c'est le plus coûteux aussi. C'est ce qui fait hésiter à peu près tout le monde d'investir.
C'est combien à peu près? 40 000 à 50 000 euros? Oui, c'est ça. Je vois 70 000 euros. 70 000 euros? Allez, il faut négocier. Hein. Avec le ventilateur. Ah, avec le ventilateur, oui, mais rien que le déshumidificateur, je pense de voir que c'est dans les alentours entre 40 et 50 000 euros. Donc c'est quand même pas rien. Maintenant, la situation d'une région à l'autre, ça vaut peut-être la peine hein, d'investir dans ce système de déshumidificateur. Autre système pour réchauffer l'air, c'est derrière une biométhanisation, une microbiométhanisation. La microbiométhanisation n'est pas suffisante en termes d'apport calorique, c'est trop petit. Il y a très peu de température, ou alors vous la stockez dans un ballon tampon, mais vous pouvez un fameux, et puis vous la restituez sur une dizaine d'heures de séchage. Ok, mais voilà, il faut faire la part des choses, il faut être prudent, il faut vraiment calculer ça avec un bureau d'études pour voir si c'est vraiment intéressant d'investir dans un système de stockage de chaleur avec un ballon tampon. Mais en tout cas, au niveau de la biométhanisation, je dis au-delà des 100 kW, là ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est de la chaleur qui peut être valorisée l'été, même si les certificats verts maintenant ne sont plus dépendants de la valorisation de la chaleur en biométhanisation, c'est vrai. Il n'empêche que c'est quand même de l'énergie qui est là à disposition qu'on peut valoriser de cette façon pour sécher du foin et donc augmenter l'autonomie. Ce système, nous l'avons visité avec Pascal et personne d'autre ici. On est allé dans le Calvados il y a 2 ans maintenant. Oh, ça va vite. Et là, on a pu voir une unité de biométhanisation 250 kW avec une unité de séchage multifonctionnelle. C'est exactement ce que je vous fais ici. En fait, le garçon, il sèche son foin et le restant de l'année, il sèche dans différentes cellules, dans des conteneurs, des bûches, des plaquettes, des céréales, du digestat. Derrière sa biomètre, il avait un séparateur de phase. Il récupérait la phase solide, il la séchait et il la réutilisait pour mettre sur la litière des logettes, dans les logettes. Et impeccable, pas de cellules, rien du tout, nickel de chez nickel. Et le reste, la phase liquide, c'était pour amender ses prairies, évidemment, ses cultures. Donc, ça, c'est une valorisation de la chaleur qui est faite à 100% toute l'année. En période de récolte, l'été, forcément, la chaleur est destinée vers les cellules, le séchage des foins. Là, en Bretagne, ils utilisent aussi les cellules pour sécher du méthane. Donc, ils récoltent le méthane. Le méthane, c'est un mélange de céréales. Et donc, ils les récoltent à l'autochargeuse, pas trop court. Et ils arrivent à sécher ça en immature. Ou bien, ils récoltent à la moissonneuse en immature à 20% d'humidité, le grain, et ils achèvent de sécher ça dans une cellule céréale classique. Donc, voilà, on peut utiliser la chaleur de la biométhanisation de différentes façons, et pas seulement que pour sécher du foin. Réchauffage de l'air, là, c'est aussi il y a un système maintenant qui, au niveau de la construction du local soufflerie, vous avez le déshumidificateur qui est au-dessus, l'air arrive du toit, passe par le déshumidificateur, poursuit vers le ventilateur. Il y a ce local, il est vitré. Maintenant, ils arrivent à mettre des vitres pour réchauffer tout ce local-là. C'est un peu étrange, mais enfin, n'empêche, c'est aussi facile, hein, c'est beaucoup de chaleur, rien de rien. Et aussi dans la structure des toits, ils posent des panneaux translucides pour augmenter aussi la température. Mais se pose alors le problème du point de rosée qui peut humidifier alors les panneaux USB en dessous. Parce que là, si ça goûte, il faut vraiment des panneaux translucides qui empêchent ça. Ça existe, paraît-il, je ne connais pas, mais ça existe. Donc voilà, les techniques évoluent pour essayer vraiment de récolter au meilleur marché possible un maximum de chaleur. Alors, au niveau des ventilateurs, encore un peu au niveau du système de réchauffage de l'air, vous avez aussi le système où les gens posent, pour alimenter les ventilateurs, ils posent des panneaux photovoltaïques sur les toits. Il faut savoir que là, ils reviennent en arrière au niveau des Français. Parce que quand vous avez un bâtiment
peut-être revenir maintenant sur encore celle d'avant. Voilà. Vous avez une griffe qui est suspendue à la charpente du toit. Alors, la griffe, quand elle est à vide, elle fait environ, je pense, 600 kg, un truc comme ça. Mais à pleine charge, là avec 1500 kg, hein, tu peux arriver à 1500 kg. Donc quand tu as un mouvement qui se fait, toute la structure du toit bouge légèrement. Ce qui fait que les points d'ancrage des panneaux photovoltaïques qui sont sur les pannes ont tendance à écarter et à laisser passer de l'eau. Bon, c'est apparemment l'idéal au-dessus d'un tas de foin. Donc ils sont revenus en arrière parce que là, ça travaille trop au niveau des structures. C'est encore plus flagrant quand ils ne mettaient pas de panne, ils ne mettaient que des panneaux photovoltaïques qui servaient de toit. Là, c'était vraiment la catastrophe, quoi. Ils ont tout démonté parce que c'était les joints cassés, quoi. Et les panneaux eux-mêmes cassés, tellement ça bouge. C'est impressionnant de voir un bâtiment, de l'entendre, surtout les bâtiments de bois. De toute façon, ça crisse et on se dit, il y a tout qui va tomber. Non, non, ça tient. Donc on n'est pas obligé de mettre du bois, hein. Ça peut être une structure en fer, en métal. Hein. On peut mettre du bois dans un séchoir. Alors au niveau des ventilateurs, voilà, il y a un dimensionnement qui doit être étudié. Hein. C'est un bureau d'études qui définit sa puissance. Les cellules, elles seront en rapport, j'ai envie de dire, avec les superficies à récolter. Donc, tout dépend de la ferme, hein. Vous pouvez vous contenter de 3 cellules, de 2 cellules, ou bien vous en faudra 6. Mais il ne faut pas de grandes cellules. Au-delà de 150 m², ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux 4 cellules de 150 m², voilà, pour arriver à cette fin. Et au niveau des cellules, vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau. Donc, une année comme cette année-ci, vous aviez énormément de fourrage en première coupe, avec une fenêtre très courte. Donc, vous ne pouviez pas faucher 15 hectares si vous aviez fait 15 hectares l'année passée, parce que vous n'avez pas la place. La cellule ne peut pas absorber une masse pareille, c'est pas possible. Surtout, d'autant plus si elle n'est pas suffisamment séchée sur champ. Parce que le taux d'humidité est tellement important que la pression, l'air n'arrive pas à percoler. Et donc, ce qu'ils étaient en train de faire lors de ma formation, c'est qu'ils étaient en train de dégriffer toutes les coupes qu'ils avaient récoltées, dégriffer systématiquement. Donc, dégriffer, c'est reprendre le tas, l'aérer ou le redéposer dans une autre cellule qui était libre. Donc, c'est un travail assez contraignant. Il ne faut pas croire que tout est facile avec le séchage de foin, pas du tout. Maintenant, ils n'ont pas à bâcher des bâchers, il n'y a pas de pneus, il n'y a pas de boudin, il y a d'autres avantages. Mais en tout cas, au niveau de la première coupe, c'est assez compliqué, assez délicat, il faut le savoir. Voilà. C'est le lait sur le feu, quoi. Il faut vraiment tout surveiller et bien être attentif à ce que la pression soit toujours correcte. Et donc, il y a toujours des jauges qui permettent de définir si l'air passe correctement. Ben, la griffe, c'est un peu la même chose que pour le ventilateur. Ça ne sert à rien d'avoir une griffe à 15 mètres si vous allez au maximum à 9 mètres. Donc voilà, ce sont des petites économies. Bonjour, excusez-moi. Je vais me mettre là. Donc on passe ici devant. Voilà. Merci. La griffe, bon, vous avez différentes griffes. Hein. Il y en a qui sont climatisées, vitrées, pas vitrées, tout ce que vous voulez. Vous en avez à 15 mètres, à 6 mètres, bon, avec des godets. Il faut savoir qu'il y a des fourches, des griffes, sur lesquelles on peut mettre des éléments supplémentaires pour reprendre plus de masse. Mais vous pouvez aussi mettre un godet pour reprendre des céréales, pour reprendre des plaquettes, une partie plus fine, on va dire. Et alors, il faut une autochargeuse. Ça, pour ceux qui font l'oscillage, ça ne change pas beaucoup. En tout cas, pour ceux qui ne travaillent pas avec l'entreprise. Dans l'autochargeuse, là, il faut... c'est du volume, hein, c'est pas très lourd comme matière à transporter. Donc là, on peut aller dans ils étaient souvent avec des 60 mètres cubes. Les choses étranges, il n'avait pas de démêleur derrière. Alors, je trouvais ça un peu étrange personnellement parce qu'il se plaignait qu'il ne devait pas presser, comprimer trop en chargeant. Or,
le principe c'est quand même de charger au maximum quand on fait un trajet. Mais il n'y en a aucun qui avait le réflexe de dire on devrait peut-être investir dans des démêleurs. Moi j'ai trouvé ça un peu étrange personnellement, parce que ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Alors peut-être que c'est par rapport à la superficie de déchargement, peut-être que le raisonnement se situe là. Maintenant, quand vous êtes à deux, il y en a un qui décharge, il va charger, pendant qu'il va charger, l'autre a largement le temps de mettre en cellule. C'est pas vraiment le problème. Mais je trouvais quand même étrange de ne pas avoir de démêleur derrière l'autochargeuse, parce que alors là, vous avez vraiment un tas qui est super bien aéré. Et le principe, c'est d'arriver à mettre la masse dans la cellule la plus aérée possible. Donc eux, ils ont un système pour déposer le foin en parapluie. C'est-à-dire qu'ils lâchent très haut en faisant tourner la tête continuellement. Donc ils essaient de vraiment d'éparpiller ça. C'est un peu spécial, parce que ça fait forcer énormément la tête de rotation. Donc il y a beaucoup de cassures à ce niveau-là, et je trouve ça spécial. Mais bon, c'est leur technique. Et donc quand je leur ai parlé des démêleurs, j'ai eu l'impression que, ouais, ah oui, tout à fait, c'est vrai. Puis ouais, c'est vrai, ça coûte 5 000 € et t'as tout le travail de démêlage qui est fait, quoi. Donc tu peux bourrer l'autochargeuse et derrière, ça sera quand même aéré. Donc voilà. C'est une habitude régionale, je parle. Oui, je crois que c'est ça, Ouais. ils n'ont pas ce réflexe-là. Il y a le conseiller technique qui déconseillait carrément pour la vitesse de travail, tout simplement. Pour la vitesse de travail, oui, mais quand tu décharges, franchement, ça, 30 secondes, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. C'est la réponse qu'il m'avait donnée à ce moment-là aussi. Ok. Alors, au niveau de la chaîne de récolte, vous avez avec les faucheuses avec ou sans conditionneur. Les Français ont fait des études par rapport à ça, sur le produit séché. Hein. Quelle est la différence entre une faucheuse avec ou sans conditionneur? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut savoir que ça va plus vite de sécher en champ avec le conditionneur, ça, ok. Mais par contre, en cellule, ça met plus de temps. En fait, oui, c'est la, comment dire, l'humidité ne transite pas vers l'extérieur aussi facilement que sans conditionneur. C'est l'explication qu'ils m'ont donnée, mais ça ne m'étonne pas. Ça se bloque au nœud en fait. Et dans chaque nœud, il y a un blocage, et c'est là où se concentre l'humidité. Et donc, il laisse poser souvent entre plusieurs cellules. Quand il y a 4 cellules, par exemple, il faut séchage 2 heures dans la première cellule, puis 2 heures dans la suivante. Il laisse poser comme ça, une heure par heure. Il laisse toujours un temps mort où il n'y a pas, où il ne souffle rien, pour laisser graviter l'humidité, hein, vers l'extérieur de la tige. Et c'est ça qui permet d'achever de sécher. Parce que sécher continuellement, ça ne va pas. Ça prend beaucoup de temps, c'est très énergivore, et c'est beaucoup moins efficace que d'arrêter, laisser monter un peu en température. En plus, ça participe aussi au séchage, la montée en température, il ne faut pas trop, hein. Sinon évidemment, bah, c'est le bazar quoi, dans le tas. Il faut les griffer, et puis ça brunit quoi, carrément. Il y a eu des cas comme ça. Le feu, ça, rassurez-vous, il n'y en a pas. Mais il laisse un temps de repos pendant la durée de séchage pour laisser graviter cette humidité-là, c'est important. Et tout ça, c'est vraiment, ça fait partie du monitoring du système de séchage. Alors, au niveau de la faneuse. Alors, les faneuses, vitesse de rotation après la fauche, 550 tours. Deuxième passage à 350 tours. Ça, c'est pour la première coupe. Et souvent, il faut un troisième passage. Ça dépend de la fenêtre, hein, évidemment, de temps au niveau de la météo. Mais s'il faut un troisième passage, c'est vraiment quasi au ralenti. C'est vraiment une manière d'aérer un peu le tas pour essayer de le décoller. Et ensuite, il passe avec l'endeneur et il récolte ça le plus rapidement possible. Donc c'est maximum 24 heures sur le terrain. 24-36 heures, ça dépend de la fenêtre. Ça va très très vite. C'est impressionnant. Moi, quand on ramasse de l'ensilage après 24 heures, tu te dis, bon ok, mettre ça dans un tas, être chaud pour sécher, ben, ils y arrivent. Et, voilà.
Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Vincent, Oui. pardon. Tu dis maximum 24 heures. Et s'il fait bon, pourquoi pas laisser plus? Parce que les UV du soleil vont détruire la protéine. Et donc ton foie va devenir beaucoup trop cassant. Et là, tu vas perdre tout l'intérêt justement de récolter avec un système de séchage en branche. C'est ça, en fait. Toutes les feuilles tombent sur le terrain. Toutes les feuilles tombent sur le terrain, toute la protéine est là, et c'est bête. Ils ont fait des essais avec les aspirateurs, hein. Après chaque passage, ils ont fait un mètre carré, ils ont aspiré, ils ont pesé et défini la valeur perdue, quoi, après chaque fois qu'on est bougé le foie. Donc c'est pas anodin, attention, hein, c'est précis. Alors peut-être qu'au niveau de la faneuse, oui, il existe aussi, donc là c'est plutôt en deuxième coup. Ils fauchent souvent le matin. Contrairement à nous, on essaie d'avoir le sucre en fin de journée pour faucher. Ben, eux c'est le matin, voire fin de nuit. À 8 heures, ils ont fini de faucher. Hop, ils passent un coup de faneuse. Le soir, s'il fait séchant, eh bien, ils font des andins de nuit avec la faneuse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce système-là. En fait, c'est un adaptateur qui se place sur la prise de force, enfin, sur la machine, sur la faneuse, et qui réduit la vitesse de rotation. Ce qui fait que votre faneuse, si elle a 8 toupies, vous fait 4 petites andins. Pourquoi? Eh bien, c'est pour éviter que l'entièreté de la masse soit toujours collée au sol pour la nuit. Donc, l'humidité ne remonte par capillarité du sol et réhumidifie le tas. En faisant des 4 petits andins comme ça, sans le bousculer trop, eh bien, vous évitez cette reprise d'humidité. Le lendemain, vous rassemblez gentiment. Mais ils sont vraiment très doux avec le foie. Hein. C'est pas des brutes, hein. C'est vraiment calculé. L'avancée correspond au mouvement du bras. Ça ne chasse pas, ça ne chasse jamais. Il n'y a pas de toupie, il n'y a pas de poussière. C'est très délicat. Ils ne vont pas vite, mais ils ont des marches très larges, 16 mètres. Souvent maintenant de plus en plus des ratofaneurs, oui, mais dans le soleil, 16 mètres et ils traversent ça, c'est assez impressionnant. Et donc les andins de nuit, c'est pas mal. J'ai essayé avec la mienne cette année-ci, c'est vrai, j'ai quand même gagné. J'ai évité de retourner l'andin le lendemain, par exemple. Voilà. Donc ça marche. Je l'ai testé, je peux vous dire que ça marche. Voilà, je trouvais ça intéressant au niveau de la chaîne de récolte avec la faneuse. Cet appareil-là, toutes les marques de machines le font et ça coûte entre 800 et 1000 euros à peu près. Voilà, pour information. Alors au niveau des andonneurs, les andonneurs, c'est classique, hein, c'est du andonneur avec l'andin central ou bien le ratofaneur qui élargit suivant ce que l'autochargeuse peut avaler, c'est toujours un peu la même chose. Et donc l'autochargeuse, je vous en parlais tout à l'heure, c'est avec ou sans rouleau doseur. Chez eux, c'est souvent sans rouleau doseur. Même en Bavière, Autriche, je n'en ai pas vu. J'en ai vu en Suisse, mais pas beaucoup, hein. Franchement pas beaucoup. Donc un peu étrange de nouveau. Ok pour la vitesse de déchargement, mais allez, si je suis le raisonnement, vous pouvez dire critiquer, pas de souci. Mais charger, comprimé avec un rouleau doseur derrière, vous avez épargné peut-être un ou deux trajets sur 15-20 hectares. On est d'accord? Jusque-là. Vous avez peut-être perdu l'équivalent du trajet de 15-20 de deux autochargeuses supplémentaires, puisque vous aurez moins comprimé. Donc, moi, quelque part, je préfère avoir un tas qui est bien aéré derrière et qui sera bien facile à mettre en cellule que faire deux trajets en moins, ça reviendra juste au même pour nous. Oui. Mais c'est peut-être parce que vous dites qu'ils respectent fort l'air, mais c'est peut-être aussi le fait qu'ils ne veulent pas l'embusquer après. Non, là ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit, c'est simplement le fait que quand c'est trop comprimé dans l'autochargeur, ça sort en paquet. Ouais. Donc, et donc en paquet, ça veut dire quoi? Il faut pouvoir, ils retravaillent le tas avant de le reprendre une bonne fois et puis le déposer en parapluie dans la cellule. Mais le temps qu'ils passent à faire ça,
ce n'est pas au niveau de la perte de la qualité nutritive de l'herbe, ça n'a rien à voir. C'est simplement le fait que ça est trop comprimé dans notre chargeuse, ben, c'est difficile à aérer derrière. Voilà, c'est ça le raisonnement. Alors, au niveau du potentiel, ce qui a développé, en tout cas chez nous, c'est créer toute la filière. Hein. Donc, on est nulle part. On est nulle part. Au niveau de l'administration, ben voilà, je vous l'ai dit, on a une réunion d'abord avec le cabinet pour voir si c'était intéressant ou pas. Puisque dans le cadre de mon projet ici, il faut savoir que je ne suis pas bio. Je ne suis plus jeune, en même temps. Et puis, bon, ben voilà, j'arrive à 25-30% maximum. Donc, il y avait une solution, soit je passais bio, soit j'arrivais à faire reconnaître le lait de foin comme produit différencié. Et donc, c'est le chemin que j'ai suivi, puisque ça augmente la subvention de 10%, sans devoir passer bio. C'est pas rien. Maintenant, on aura une discussion ensemble par rapport au bio et au fait de pouvoir peut-être mettre les deux en parallèle ou intégrer ça dans une procédure de certification commune. Je ne sais pas trop ce qu'il faut dire avec ça, puisque je reviendrai sur le cahier de charge plus tard. L'organisme certificateur, voilà, de nouveau, c'est l'inconnu. Moi, j'avais pensé au comité du lait, essayer de faire une pierre de coups avec la qualité filière lait ici, puisqu'on est quand même déjà en contrôle. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi y ajouter ça, pour éviter d'avoir encore un organisme supplémentaire qui arrive? Je ne sais pas, c'est juste une idée. Alors, je vous l'ai dit, la possibilité d'obtenir l'aide à l'investissement majoré de 10%, c'est pas rien, hein, quand on voit le coût d'un séchoir. Moi, le mien, il va avoisiner les 350 000 €. Hein. Donc, et encore, je ne vais pas tout compter, je parle. Ça va vite. Alors, le point crucial, c'est si on n'est pas bio, comment arriver à donner une plus-value à ce lait-là? Alors, évidemment, les fromagers, il y en a quelques-uns aussi, une représentante des fromagers, nos producteurs. Là-bas, en France, ils réussissent localement avec des petites coopératives à valoriser le lait. Là, ils les vendent à 48 cents. En Suisse, ils sont à 78 cents. Ça fait rêver, hein. Des choses en paradis. Et alors, juste pour l'anecdote, j'étais dans une ferme et le gars il traitait 25 vaches. Et avec un quota de 150 000 litres. Il avait un droit de produire pour la coopérative fromagère 150 000 litres. S'il allait au-delà, eh bien son prix chutait, il bien 40 cents. Alors je lui ai dit, tu sais combien je suis payé? 25. J'arrête de traîner, c'est bon, hein, donc voilà, comme quoi il y a vraiment des différences énormes à l'intérieur de la région. Et donc, le lait de foin, il est plus intéressant pour les fromagers, il a plusieurs atouts, je vais la prendre un peu ici. Alors, par rapport au point de vue de la transformation, il a les vaches souvent qui sont utilisées dans ces fermes, c'est la Montbéliarde, c'est souvent la Gersaise aussi, la Brune de Suisse, donc avec des taux plus intéressants, avec une meilleure valorisation des fourrages. Ils ont un meilleur taux protéique, mais surtout moins de sport bouquet. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous les fromagers, puisque je me suis laissé dire qu'au niveau du fromage, notre problème ici, c'est que nous travaillons avec des produits ensilés. Et à l'intérieur se développent parfois des moisissures.
Les moisissures provoquent le butyrique, forcément, qui, dans le fromage, crée des micro-fissures. Et donc, les Français qu'on a visités, les Suisses qu'on a visités, là, ils expliquaient que quand ils retranchent la grosse tôle de 25 kg, ils coupent ça en tranches, et puis quand ils relèvent la machine, ça casse. Les micro-fissures s'expriment. Et ça déclasse évidemment le fromage. Et donc, il y a beaucoup de pertes à cause de ça. Tandis qu'avec le lait de foin, il y a moins de problèmes, puisqu'on utilise, dans le cahier de charge du lait de foin, il interdit d'utiliser tout produit fermenté. Pas de drèche, pas de surpressé, pas de maïs, pas d'air moncellé, etc., etc. Il n'y a pas d'OGM, c'est interdit aussi. Donc c'est pour ça que je dis par rapport au bio, c'est à la limite du contraignant, on n'est vraiment pas loin. Donc là, voilà. C'est une discussion qu'on va avoir avec les laiteries, avec la logistique. Alors au niveau de la santé humaine, alors il y a beaucoup moins d'hystéria par rapport à l'ensilage, donc teneur en oméga 3 plus élevé, rapport oméga 6 et oméga 3 intéressant pour l'homme, présence d'acides gras CLA. Ça c'est une chose. Qu'est-ce que j'avais encore? Alors, voilà, le problème, c'est d'arriver soit à faire une récolte vraiment spécifique au lait de foin, mais là on en a pour quelques années quand même, on va y arriver, si ça se développe, parce que ça coûte, il faut être logique en termes de logistique pour la récolte. Pour rester cohérent par rapport à l'entreprise au partenaire qui récolte. Donc il faut vraiment soit concentrer dans un rayon maximum pour remplir un camion, essayer d'arriver à créer ce genre de micro-zone, jusqu'au moment où il y aura des liaisons entre les autres, soit s'appuyer sur le bio et se dire tiens, pourquoi est-ce que là on ne pourrait pas réfléchir avec les organismes certificateurs pour essayer de regrouper ça avec les bio et ceux qui veulent acheter ça pour faire du fromage un peu particulier. Maintenant, tout mélanger avec de l'ensilage, du produit, les bio avec des produits avec de l'ensilage, ça ne va pas. On perd tout l'intérêt évidemment. Donc, et pourquoi pas travailler avec des boules de foin? Parce que l'investissement, 300 000 € par rapport à une bouleuse, c'est pas comparable. Le produit n'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Mais ça reste du foin quand même. Ça n'a rien à voir. Le foin séché au sol ou le foin séché en grange? Ça n'a rien à voir. Oui, d'accord, mais enfin bon. Oui, je comprends par rapport à l'investissement, mais par rapport à la qualité, ça n'a rien à voir. Ça participe à l'autonomie ici. Vous arrivez avec du foin à 15 en protéines et à 920. C'est du tourteau, Oui, ça n'a rien à voir avec le foin. Le foin qu'on fait sécher, en fait, il est complètement détruit par la manipulation et par les UV. Voilà. Ça, c'est le gros problème. Puis on le fauche plus vieux aussi. Et oui, cette année-ci, je viens d'avoir mes échantillons. Bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on ne sait pas faire du foin. Avec les fenêtres météo qu'on a, on ne sait pas faire du foin de qualité. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est le système qui permet alors d'arriver au même niveau que l'ensilage d'air, plus ou moins. Ça augmente le taux protéique du fourrage et donc ça améliore l'autonomie alimentaire de l'exploitation. Ça c'est le but recherché, avec une meilleure santé animale. Donc moins de réformes souvent, ils arrivent entre 4 et 5 VLH par vache en moyenne. Ça, c'est pas négligeable. Alors, des rendements moindres, c'est vrai, mais il faut faire la balance avec ce que ça coûte, ce qui reste. Quand on voit les coûts d'élevage du jeune bétail, il faut se poser quand même des questions parfois sur le taux de renouvellement. On est à 2,7 en région Wallonne, c'est un peu court. Plus d'appétence. L'appétence, oui, c'est folle avec ça. C'est magnifique de voir ça. Et puis la santé de l'être. Attention que le foin est acidogène aussi. Donc, souvent, ils travaillent par couche.
Et ensuite, quand ils prennent le foin pour nourrir les animaux, ils descendent par coups. Pour avoir un mélange des 3 ou des 4 coupes. Ce qui fait, ils arrivent plus ou moins à un mélange homogène tout le long de l'hiver. Est-ce qu'il n'est pas possible, quand une coupe est sèche, de la mettre en ballot Si. et ça dégager pour... Certains le font, on en a vu en Bretagne, il y a qui faisaient de la chèvre, et ils reconditionnaient en boule, non c'était en ballot haute densité, ils les vendaient pour les chevaux. Donc c'est une autre façon de valoriser ce type de... Non, mais moi, l'idée c'est de faire de la place pour Oui, ne c'est pas ça. accumuler... Construire un moins gros Oui. Oui, mais alors tu dois remélanger quand même après. Tu vois, tu n'as pas la... Il y a des avantages et des inconvénients. Oui, c'est ça, tu vois, tu vas reconditionner la première coupe, ok, tu vas la mettre là, puis tu dois faire ça sur la deuxième coupe. Puis après, tu dois reprendre un peu de première coupe, deuxième coupe, troisième coupe, pour avoir un mélange homogène. Voilà, mais chacun fait à sa façon, je ne dis pas, mais eux, ils travaillent par couilles, et ils ont un mélange, ils font le mélange sur le côté de la grange, du séchoir, et le reprennent au fur et à mesure de la semaine. Ils font ça un jour semaine, ils font leur tas pour la semaine, et après tous les jours, ils nourrissent les bêtes comme ça. Et puis la technique est propre, plus de ficelle, plus de plastique agricole. Ah, voilà. Il y a ça, et puis ça n'empêche pas aussi de travailler avec des betteraves, c'est pas un produit ensilé, donc beaucoup travaillent avec des betteraves, ça marche très très bien. C'est un bon mariage, la betterave et le foin. C'est pas bon pour le fromage. Non, ça dépend. Non, alors, ça Quelle dépend soit de la la salissure au niveau de terre qui reste sur les betteraves. On est d'accord. Mais ce qui provoque l'échauffement aussi, c'est la terre, l'humidité qu'il y a à l'eau. Si tu ne nettoies pas ça correctement, évidemment, tu risques d'accumuler. C'est là-dedans, quand les vaches vont lécher un peu à gauche à droite, qu'elles vont rechercher ce style de moisissure. Ça, c'est toujours la même chose. C'est comme pour tous les éleveurs. Il y en a des qui sont super nickel et il y en a d'autres qui sont un peu moins. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il y a différentes techniques, mais le principe est donc, pour revenir à la question en comparaison du foin traditionnellement fait ici en boule ou en haute densité et le foin séché en grange, c'est vraiment l'intérêt, c'est l'économie de l'achat du correcteur et la santé animale. Et la qualité différenciée du lait pour la transformation. C'est les 3 grands critères à retenir. Vincent, est-ce que tu t'es déjà intéressé au foin conditionné en boule ou en balle carrée et puis séché alors? Donc Oui. récolté. Ils le font aussi. Et puis alors séché en balle carrée. Ils le font aussi. Alors, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte en énergie. En fonctionnement, ça coûte beaucoup plus cher. Dans le travail. Et ça met plus de temps et puis la manipulation est quand même plus importante. Il faut les poser, il faut souffler. Tu ne peux pas faire une quantité astronomique ou alors tu as un investissement astronomique. Je veux dire, tu ne peux pas faire 90 boules à la fois, pour parler clairement. Tu peux, ça dépend, ça ferme, mais il y a un juste milieu, mais la différence vraiment qui est préjudiciable au système boule séché par ventilation, c'est le coût énergétique. Pour laisser, il faut pousser un truc de malade, il faut un ventilateur de fou derrière pour pousser au travers d'une boule. Il y en a qui le font, ils arrivent à 900 kg de boule. Ils posent ça sur la bouche, sur les bouches rondes, ils poussent ça à 900 kg, ça passe. Alors ça existe en Autriche. En France, ils ont le compteur jaune. Là, ils sont à 13 cents de kilowatt. Tout à fait notre cas. L'Autriche, ils ont aussi des avantages énormes au niveau de l'électricité. Les Suisses, c'est un peu pareil. Là, ils ont tous les barrages, il y a l'électricité pas très chère là-bas. Chez nous, c'est pas le cas, quoi. Donc il faut faire avec, voilà. Donc c'est pas acheter l'électricité en France uniquement pour sécher. Je pensais à ça pour sécher quelques hectares de viande. Oui, d'accord, mais est-ce que ça vaut l'investissement pour que les hectares de viande? Tu vois, c'est une étude qu'il faut faire, une étude financière, d'abord technique, étude financière, et voir si ça vaut la peine. Je dis, certains, et de plus en plus, reconditionnent le foin comme ça. C'est vrai que pour libérer des cellules, c'est vrai, tu as raison, dit,
ça aide quand même à réduire le coût de l'investissement. Ça, c'est vrai. Parce que sur la deuxième coupe ou la première coupe de foin, on a décalé un peu hein, une partie, parce qu'on estime qu'on a déjà beaucoup en première coupe. On dit, bon, 5 hectares, on va le décaler, ce sera pour les jeunes. Hop, bah, on peut alors reconditionner ça en boule ou en ballot, et le mettre sur le côté, ça libère de la cellule. Si l'année est porteuse pour faire beaucoup d'herbe, en 4-5 coupes, voilà, pourquoi pas. Si vous permettez, je propose qu'on continue avec l'exposé de Guillaume, et puis on revienne alors plus sur un débat. Il y a des questions techniques de clarification, des propositions, mais aussi peut-être des propositions par rapport aux enjeux évoqués par Vincent, de construire une filière ou d'obtenir au moins une validation. Oui, peut-être terminer en... Oui, je vais juste terminer ici. Vous avez la possibilité d'obtenir des référentiels de suivi de récolte. Mais il y a d'autres styles de référentiels qui sont disponibles sur le site de Segrafo, ça coûte 5 €. Et ça vous donne un exemple, je vais le faire circuler, vous jeterez un coup d'œil, de différentes fermes, avec une photo de chaque ferme, avec l'évolution sur l'autonomie et de l'exploitation par rapport au système de séchage. Donc ça peut être intéressant, je ne sais pas, comment c'est. Bien. La parole alors à Guillaume pour une rapide présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Moniger, je travaille pour la SBL Fourrage Mieux et je vais vous présenter en quelques mots ce qu'on fait chez Fourrage Mieux et ce qu'on peut mettre à disposition des agriculteurs comme conseil ou donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Fourrage Mieux, c'est un SBL qui a été créé bientôt il y a 20 ans, enfin 20 ans l'année prochaine, dans le but d'accompagner et d'informer les agriculteurs sur les techniques en lien avec la production de fourrage, que ce soit principalement la prairie, donc c'est la thématique principale, mais on a aussi des activités sur d'autres cultures comme la luzerne, les céréales de nature, ou un petit peu les betteraves fourragères. Le rôle principal, c'est de donner du conseil, donc conseiller, informer, vulgariser, et aussi faire le lien entre les décideurs, les personnes qui fournissent les marchandises, donc les semenciers par exemple, et les personnes qui utilisent les semences, c'est-à-dire les investisseurs en règle générale. Au niveau de la partie l'activité principale de Fourrage Mieux, on a d'abord une partie recommandation variétale. Donc on a en place des essais avec différents partenaires, on le verra juste après. Des essais sous soit des variétés pures, soit des mélanges, par rapport que ce soit aux prairies ou aux autres cultures que j'ai citées juste avant. Donc là, c'est une partie qui nous prend pas mal de temps, et dans les partenaires, vous allez voir que c'est assez... vous êtes en région wallonne, on n'est pas seulement basé... De nombreux bureaux sont basés à Michel, près de Bastogne, mais on a des partenaires un peu partout en région wallonne. Alors, des journées d'information et de vulgarisation, c'est aussi une partie de notre travail, que ce soit en soirée, en journée, ça on peut organiser pas mal de choses par rapport à ça. On peut lier ce deuxième point avec le dernier, les séances d'information et de diffusion. Donc là, si vous avez un groupe en agriculteur, un CETA, un comice qui veut organiser une conférence en soirée ou autre, on peut sans problème y participer, sous la thématique bien sûr des fourrages. Petite précision aussi, on sera bientôt amené et apte à pouvoir faire des conférences, des formations pour la phytolicence. Je reviens sur ce petit point-là parce que avant de travailler chez Fourrage Mieux, je travaillais au comité phyto à Louvain-la-Neuve et je m'occupais de pas mal de phytolicences, et donc c'est une partie importante puisque sans renouvellement de la licence, vous ne l'aurez plus. Et donc ici, on va pouvoir organiser des formations, des conférences, toujours sur la thématique des fourrages, mais en lien avec les phytos, et ça pourra passer dans votre formation continue. Troisième point, les visites en ferme et les conseils personnalisés. Donc là, que ce soit par téléphone ou directement chez l'agriculteur, on organise et on se déplace chez vous pour pouvoir voir un peu tout le système ou les problèmes que vous avez
que ce soit au niveau des prairies, que ce soit au niveau des autres cultures, c'est animalcule ou luzerne. Et on donne vraiment des conseils bien spécifiques, puisque vous savez qu'une exploitation n'est pas la même partout. Et donc voilà, on fait ça assez régulièrement. On a aussi une partie suivie, que ce soit lors de projets. Ici on a un projet par exemple en province de Luxembourg, où on suit 10 fermes et 10 parcelles de prairies, que ce soit temporaires ou permanentes, dans lesquelles on effectue des prélèvements. Ça va du prélèvement de sol, en passant par prélèvement de matière organique, analyse, épandage et prélèvement, première coupe, deuxième coupe, voire troisième coupe, ou au pâturage. Donc là, on a un ensemble de données assez important et on peut comparer les fermes entre elles et on peut voir un peu sur quel point il est possible de s'améliorer. Ouais. Donc je vous parlais des expérimentations et des essais. Donc on a différents partenaires en région wallonne qui nous accompagnent et qui permettent d'implanter des essais dans différentes régions. Donc on a l'Université catholique de Louvain avec Christian Descamps qui implante des essais du côté de Louvain-Neuve, donc une région tout à fait différente de la nôtre. On a Agraost avec notamment Pierre Luxembourg qui est, je cite en passant, administrateur délégué de Fourage-Mieux. Et donc là on a des essais aussi du côté notamment de Eltenborn pour les variétaux, notamment Regra anglais ou en pâturin. On a l'ASBL Centre Provincial, le CPLV Gémard, du côté de Boirem, où on a aussi des essais en place avec eux. Le CRA, que ce soit à Jean-Blou ou à Libramont. Et le centre de Michamp, puisqu'on est hébergé par le centre de Michamp. On fait toujours un peu la confusion parfois entre Fourage-Mieux et Michamp, mais ici on est hébergé par le centre. Et nous sommes une ASBL indépendante du centre, mais le centre met à disposition notamment ces plateformes d'essais pour implanter nos essais au niveau des partenaires. Oui. Donc juste un petit point ici pour les essais Regra anglais. Donc, vous voyez ici c'est la plateforme d'essais qu'on a à Michamp. Donc vous avez, en général quand on fait des essais variétaux, les essais sont répétés à deux endroits différents, que ce soit à Michamp et à Boirem, ou à Louvain-Neuve et à Boirem. Ça c'est un peu en fonction de la place disponible sur les parcelles d'essai. Et pour le Regra anglais, vous avez ici les différents points qui sont pris en compte dans nos essais. Et au final, on regroupe les résultats de chaque partenaire pour créer une liste de recommandations variétales qui reprend vraiment les meilleures variétés sous ces différents points. Donc les rendements totaux en production, en énergie, également en protéines, les maladies foliaires, la résistance en fin d'expérimentation, voir un petit peu comment la plante se comporte, est-ce qu'elle est très réelle ou pas, en fonction aussi de ce qui est annoncé par le producteur de semences. On a parfois des différences et des écarts assez impressionnants. La vigueur, la durée des piaisons, la remontaison, ça dépend un peu des espèces qu'on implante, mais pour le Regra anglais, voilà les différents points qu'on prend en compte dans nos essais et dans nos résultats. Alors, quelques variétés testées au niveau des essais qu'on met en place. Voilà, je pense particulièrement à luzerne. Ici, on a un essai qui se termine cette année avec des mélanges à base de luzerne. On va un peu comment ça se comporte et ce qui est intéressant de faire par rapport à une luzerne pure. Ça, on a implanté aussi. Le trèfle violet, vous allez voir juste après, c'est un essai qu'on va implanter cette année. Donc trèfle violet, trèfle hybride. Les différents Regra, la fléole qui est une espèce assez bien connue et implantée ici en Ardennes, mais bon, on parlait justement tout à l'heure d'espèces qui conviennent bien au foin séché en grange, mais la fléole est typiquement une espèce adaptée pour ce type de séchage. Ouais. Bon voilà le type de document, bon, ici c'est la première page, mais qu'on peut et qu'on sort chaque année, donc les variétés recommandées pour la prairie de fauche et pâturée. Donc ici j'ai des exemplaires pour ceux qui en veulent. Et donc c'est le fruit des résultats des essais qu'on met en place chaque année. Maintenant il faut savoir qu'un essai ça dure en général 3 voire 4 ans. Et donc quand on met en place l'essai, on a des variétés, plutôt des variétés de plantes qui ne se trouvent plus après les 4 ans d'essai, d'expérimentation sur le marché, parce que la firme l'a retiré, parce que
c'est plus intéressant pour elle de le mettre sur le marché. Et donc on adapte toujours les résultats en fonction de ce qui se trouve sur le marché au moment où les recommandations sortent évidemment. Maintenant on sait très bien que dans la liste, il se peut qu'il y ait des variétés qui ne soient plus disponibles ou du moins pas disponibles dans la région où vous vous situez, puisque ici les recommandations sont valables pour toute la région elle-même. Oui. Donc je parlais des nouveaux essais en 2016. Donc ici vous avez toujours au niveau du centre de Michelin, donc notre partenaire situé près de Bastogne. Vous avez ici une photo des essais en Regra hybride, Regra italien et Festulolium. Donc Festulolium c'est une hybridation si on veut de Fétuc et de Regra. En général c'est souvent le Regra italien et la Fétuc élevée ou déprée, ça dépend un peu des espèces. Donc ça on va tester ces trois espèces là sur ces tests ici et je pense que c'est aussi à Warem. Warem ou Louvain-la-Neuve. Donc là, on a toujours les deux implantations qui sont en parallèle. Et en dessous, vous avez les essais par rapport au trèfle hybride et trèfle violet. Donc on teste les espèces en pur, mais on teste aussi en mélange. Donc on a toujours quelques mélanges qui sont dispersés dans les essais pour voir un petit peu aussi ce qui s'adapte, aussi bien au niveau conditions pédoclimatiques qu'au niveau des utilisations qu'on peut en faire, que ce soit en fauche, en pâture ou en mixte. Oui. Alors, au niveau de fourrage mieux, on a toute cette partie, je vous ai dit, conseils, information, vulgarisation au niveau de la SBL, mais on a aussi une subvention et un projet qui vient de commencer ici début janvier, et une subvention avec la subvention Dégage Gibier, pour ceux qui connaissent, avec Jérôme Millard, que vous avez ici sur la photo. Donc subvention qui existe depuis pas mal de temps et qui comment dire. Donc Jérôme a travaillé justement sur cette subvention pour avoir un logiciel notamment d'estimation de dégâts de gibier, puisqu'on sait tous que il y a des régions plus que d'autres où les dégâts de gibier sont plus importants. Et donc là c'est avoir vraiment une référence sur laquelle on peut se baser pour avoir des prix, pour savoir voilà, si j'ai un hectare ou plus de maïs, bah, qu'est-ce que je peux en demander, si je dois rénover ma prairie, qu'est-ce que ça va coûter. Et là, bah, voilà, Jérôme a mis en place avec différents partenaires ce logiciel d'estimation et ces prix qui sont remis à jour 2 fois par an. Donc ça, vous avez ça sur notre site internet. Vous pouvez voir la partie subvention dégâts de gibier et là vous avez la liste des prix en rapport avec ces dégâts. Des séances d'information, notamment cette année, une séance d'information sur les sursemis et les resemis de prairies. Donc une journée complète et la journée d'avant c'était pour les séances d'information pour les personnes qui veulent devenir expertes en dégâts gibier. Donc là c'était vraiment 2 jours liés aux dégâts gibier, mais la deuxième journée c'était vraiment une séance d'explication et de visualisation sur le terrain des machines qui peuvent travailler pour la rénovation des dégâts gibier. Et autre partie, donc le projet où mon collègue ici Arnaud Farinel, ce projet-ci c'est vraiment estimer la valeur des fourrages issus des prairies Natura 2000. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, puisqu'on attend que tout soit mis en place par rapport aux prairies Natura 2000, mais mon collègue s'occupe en parallèle en Natura 2000 des prairies naturelles et des prairies haute valeur biologique, tout ce qui est MAE. Et donc pour l'instant, sur toute la région wallonne, il a environ plus de 60 parcelles à analyser pour comparer la valeur des fourrages issus de ces prairies à contrainte et des prairies classiques. C'est vraiment comparer les fourrages, voir un peu ce que ça vaut et comment on peut le valoriser. Évidemment, quand on a des fourrages où on ne peut pas faucher à certaines dates, on doit faucher à partir de certaines dates, on va respecter certaines contraintes, ben on va quand même pouvoir valoriser ce fourrage-là et c'est justement l'objet de ce projet qui va durer 3 ans. Donc là, ça implique vraiment 2 personnes dans la SBL. Ouais. Je vous parlais du site Fourrage Mieux, www.fourragemieux.be. Donc là, vous pouvez trouver toutes les informations par rapport à notre SBL, les infos par rapport aux différents types de cultures, que ce soit prairies, les cultures fourragères, donc betteraves fourragères, culture de céréales nature ou autre. La partie dégâts gibier, là vous trouvez tous les documents d'information. Et ici, les événements à venir, donc je peux quand même citer
la foire de Bâtisse, où on sera présent le 14 septembre à Quevaucan, petite voilà, elle est là, Florine, petite partie sur l'autonomie fourragère, donc on sera présent aussi à cette journée, et le 4 octobre, la journée internationale de la prairie en France. Voilà, plus d'informations sur le site, on a aussi une page Facebook, vous nous trouverez. Alors au niveau des contacts, vous avez David Noden, qui est responsable de l'SBL et plutôt coordinateur. Vous avez Arnaud Farinel qui travaille sur le projet Forêt naturelle 2000 et MAAEC. Jérôme Millard sur les dégâts gibier et moi-même, donc j'ai remplacé, pour ceux qui connaissent Sébastien Crémer, j'ai remplacé Sébastien ici début de l'année. Donc voilà pour les personnes de contact. Et vous avez au niveau de l'ASBL les bureaux à Marlot, les bureaux à Bastogne et le siège social qui se situe à Marlot. Donc voilà, je suis à votre disposition pour de plus grandes informations et je vous remercie de m'avoir écouté.